Ah, ça y est. Bonjour à toutes et à tous. Je crois que vous avez tous vos micros fermés. Alors, je vais revenir sur Zoom. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez Bonsoir. allumer vos micros? Ah, voilà, super. Bienvenue à ce webinaire Bonsoir. animé par, bonsoir Nathalie, animé par Hervé Baumler. Bonsoir. Bonsoir, bien à vous. Et que l'on co-brande avec Lémine. Bonsoir Hervé, bienvenue. Bonsoir Frédéric, tu m'entends? Oui, très bien. Parfait. Ravi de te retrouver. Écoute, ravi de participer. Si tu me donnes la main, je vais tester Bien sûr. l'accès. Alors, Hervé. Voilà, tu as la main normalement. Ok, alors nous allons tester le support. Tac. Ça marche. S'affiche, on va l'afficher en grand, ce sera mieux. Voilà. Et on va. Ah bah c'est bon. Super. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ne me suis pas trompé de date, tout va bien. Bon, bah écoute, on a encore 5 minutes. Oui, tout à fait. Bon, bah, c'est le moment d'aller prendre un verre, un café. Écoutez, moi, je vous rejoins dans 5 minutes. Je vais aller me prendre de quoi boire. À tout de Donc, suite. à tout de suite. Donc, bienvenue à ceux qui arrivent pour ce webinaire organisé par les arts et métiers et les mines en co-branding. Branding.
Il y a un petit problème de micro. Bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire co-brandé par les mines et les arts et métiers. Bonjour Nathalie, bonjour Michel. Hello. Marine. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Hervé va revenir bientôt. Il allait prendre un petit verre d'eau. Il est Ah, revenu. il est là. Il est revenu. Je suis là. Super. Bon. Bienvenue. Donc ce webinaire va être enregistré pour être proposé ensuite en replay aux participants pour retrouver les conseils de Hervé. Donc, on va commencer, il est 18h30 pour honorer les présents et j'avoue que je dois quitter dans 10 minutes parce que j'ai mes enfants qui m'attendent. Donc, on est très heureux d'accueillir régulièrement, parce que c'est vraiment un de nos partenaires fidèles, Hervé Baumler, qui n'est plus à présenter, mais je vais quand même le faire. Donc, Hervé, tu es un expert du réseau et pas que. Tu es donc chez Enjeux Dirigeants qui est un cabinet de haut placement pour les cadres dirigeants. Et tu accompagnes depuis de nombreuses années les transitions de carrière des cadres. Et tu as écrit de nombreux ouvrages aussi. Je ne sais plus quel est le nombre de la dernière édition, mais c'est vrai que c'est un livre qui se renouvelle sans cesse et où on y trouve toujours de très bons conseils. Donc, merci beaucoup Hervé pour ce temps et ton engagement fidèle auprès de nos associations d'alumni. Je te laisse la parole. Merci Frédéric. Écoutez, donc ravi de participer à ce webinaire. Nous allons donc parler de trouver le bon job grâce au réseau, en demandant juste aux gens de désactiver leur micro. Comme ça, on n'aura pas de soucis pendant l'enregistrement. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter les 11 facteurs clés de succès pour activer le réseau dans le cadre d'une recherche d'emploi. Et ensuite, dans une deuxième partie, on va se laisser du temps pour que je puisse répondre à de nombreuses et pertinentes questions, évidemment. Alors, trouver le bon job grâce au réseau, c'est donc au départ un livre que j'ai écrit en 2004, que j'ai fait paraître pour la première fois en 2005. Et j'ai écrit 6 autres livres. C'est celui qui a le mieux marché, donc j'en suis très, très content. C'est le premier bébé qui a le plus grandi. On en est aujourd'hui à la 8e édition, puisque la 8e édition est parue le 19 janvier 2023, donc il y a quelques semaines. Et c'est un livre qui s'est très bien vendu, puisqu'on a dépassé les 50 000 exemplaires, grâce entre autres aux associations qui en ont fait la promotion. Donc merci aux différentes associations ici présentes. Alors moi-même, pour me présenter, j'ai été en transition de carrière. J'ai eu la chance d'être accompagné par des associations et aussi par un cabinet d'outplacement. Et quand j'ai voulu changer de métier, rebondir, et en fait, mon consultant m'a dit, il faut que tu fasses du réseau. Et je lui ai posé la question en disant, mais qu'est-ce que c'est que le réseau? Donc j'ai découvert en fait un outil absolument extraordinaire, on était en 2002, 2003 plutôt, qui est le réseau. Et une fois que je suis rentré dans le métier, ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre comment ça fonctionnait et de regarder quels livres avaient été écrits sur le sujet. Et j'ai découvert qu'il n'y avait quasiment pas de livres, et en tout cas que le seul livre qui avait été écrit à l'époque avait disparu de la circulation. Donc, je me suis mis à l'écriture de ce livre et depuis, donc, j'ai le bonheur, la chance de renouveler au fil des éditions, de mettre à jour ce livre et puis surtout de participer à beaucoup de conférences, à donner beaucoup de conférences, à écrire pas mal d'articles aussi par rapport à ce sujet qui est quand même un sujet absolument génial. Voilà. Alors, donc, il y a encore quelqu'un qui n'a pas désactivé son micro, mais c'est pas grave, je pense que c'est, je ne sais pas qui. Ah si, c'est Alex. Parce qu'en plus, je le sais. Je le vois. Pardon, je le désactive.
Trouver le bon job grâce au réseau. Alors, on va commencer par une introduction assez courte. D'abord, pour vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, à quoi sert le réseau en recherche d'emploi. Donc, le réseau en recherche d'emploi, c'est vraiment le vecteur principal pour aller chercher les jobs qui sont cachés dans le marché caché. Le marché caché, c'est tous ces postes qu'on ne voit pas, qui ne sont pas à la surface. Les postes à la surface, c'est en fait essentiellement les postes qui sont affichés dans les job boards, Cadre emploi, APEC et compagnie, ou dans les sites des entreprises. Les sites d'entreprise affichent comme ça quelques postes. Donc, une petite partie des emplois cachés sont chez les chasseurs de tête. La grande majorité des emplois cachés, ils ne sont pas chez les chasseurs de tête. Donc, pour y accéder, il faut activer le réseau. Le réseau aujourd'hui, pour un cadre, en fonction de sa seniorité, en fonction de son salaire, en fonction de sa place dans la hiérarchie, c'est entre 70% et 99% de chances de trouver un bon job. Donc, vous voyez que ne pas utiliser le réseau en recherche d'emploi, c'est de se cantonner à rouler sur les départementales, alors qu'on peut rouler sur l'autoroute, justement, du networking. Ensuite, ce qui est important, c'est de comprendre le réseau, ça consiste à quoi? Ça consiste à se rendre visible et lisible dans l'écosystème qui est défini par votre projet et par vos cibles. Si dans votre domaine, vous êtes le meilleur du monde, mais personne ne vous repère, personne ne vous connaît, etc., vous resterez le meilleur du monde chez vous, assis sur votre canapé. Si vous êtes plutôt bon, pas forcément le meilleur, mais que tout l'écosystème des veilleurs, des décideurs, des connecteurs, des prescripteurs, des préconisateurs, etc., vous connaît, vous avez beaucoup plus de chances pour qu'à un moment, justement, le job que vous cherchez vous soit proposé. Donc vraiment, le réseau, c'est un outil de visibilité, de lisibilité par rapport à un projet et par rapport à des cibles. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que le réseau, on l'apprend pas, on nous l'apprend pas. D'abord, nos parents nous apprennent pas à faire du réseau, puisque nos parents nous apprennent à ne pas demander, arrête de toujours demander, tu auras ce que tu mérites, à ne pas reparler à des inconnus, parce que les inconnus, c'est très très dangereux, on le sait, surtout quand on est petit, à pas parler à la bouche pleine, à pas parler à table, tout ce qu'on veut, etc. Le réseau, c'est tout le contraire, puisque ça consiste non seulement à parler à des inconnus, à aller rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, mais en plus aussi, évidemment, à demander. Et on va revenir là-dessus. Enfin, ensuite, on passe à l'école, donc primaire, secondaire, lycée, et là encore, rien sur le réseau, quasiment rien. Les seules interventions aujourd'hui sur le réseau au lycée, c'est une intervention que je fais tous les ans au lycée Fénelon. Donc, la directrice du lycée Fénelon et l'association des parents d'élèves du lycée Fénelon m'ont demandé d'intervenir tous les ans en milieu d'année devant toutes les terminales, et c'est obligatoire. Donc, les pauvres terminales sont absolument obligées de m'écouter pour que je leur parle de l'importance du réseau. Ensuite, vous passez en école de commerce, école d'ingénieur, Dauphine, Sciences Po, université, etc. Et là encore, très peu de choses sur le réseau. Donc, moi, j'interviens un peu en école sur le réseau, mais vraiment, je pense que je dois être un des seuls, ou en tout cas, on n'est pas nombreux. Et puis, on se retrouve dans la vie active, et là, à un moment ou à un autre, on fait du réseau, mais on fait du réseau parce que on en fait à la méthode de Monsieur Jourdain, un petit peu parce que on le fait comme ça, au fil de l'eau. Et puis, on se retrouve en transition de carrière, on se retrouve au chômage, on se retrouve à Pôle emploi. Et là, le consultant de Pôle emploi, le consultant de l'APEC, votre service carrière aux arts et métiers ou à Intermine ou dans une autre école vous dit il faut faire du réseau, il faut faire du réseau. Et là, on est forcé de se mettre à faire du réseau parce que c'est vraiment un vecteur extrêmement important qu'il ne faut pas négliger dans une recherche d'emploi. Dernier point sur ce slide, le problème en plus en France, c'est que le mot réseau est connoté négativement. En effet, dès qu'on parle de réseau, on parle de réseau de la drogue, réseau mafieux, réseau de prostitution. Oui, c'est quand même pas terrible. Le mot réseau est donc plutôt connoté négativement.
Donc, un premier conseil, ne dites jamais « je fais du réseau ». Dites « je fais du networking ». Dites « je fais du réseauting ». Et ne demandez jamais un entretien réseau. Demandez un entretien d'information. Demandez un entretien de conseil. Ensuite, ce qui était intéressant ces dernières années, ce qui est intéressant sur le marché de l'emploi, c'est de comprendre que vous êtes face à 4 dictatures. Donc, quand vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes face à ces 4 dictatures. Alors, la première dictature, c'est la dictature du CV. En effet, imaginez que vous répondez à une annonce sur Cadre Emploi, vous allez envoyer votre CV. Et votre CV, il va être noyé parmi 50, 100, 200, 300, 400, 500 CV. Donc, des chances pour que votre CV soit, retenu par le recruteur et qu'il vous appelle, ces chances sont quand même assez ténues. Donc ça, c'est la première dictature, c'est le CV. Donc le CV, souvent, c'est une bouteille à la mer et la bouteille, elle va nulle part. Deuxième dictature que certains connaissent dans l'audience, que vous avez déjà expérimenté, c'est la dictature du copier-coller. Le copier-coller, c'est vous êtes directeur marketing chez Lactalis, on va vous proposer un poste de directeur marketing chez Savencia ou chez Bell ou chez Sodial. Donc, même métier, même secteur, et comme ça, on ne prend pas de risque. Donc ça, c'est une dictature très française, le copier-coller, le copier-cloner. Troisième dictature, c'est la dictature du diplôme. En effet, en France, on est atteint de diplômite aigu, donc c'est très, très, très important d'avoir un bon diplôme. Et si vous n'avez pas le bon diplôme, et ben même si vous êtes formidable, vous avez un handicap au départ. Troisième dictature. Quatrième dictature, on la vit aujourd'hui, on en parle énormément, c'est la dictature de l'âge. Aujourd'hui, vous êtes senior à 47, 48, 49, 50 ans, peut-être un peu plus, ça dépend de la perception de chacun. Mais dès qu'on est perçu comme senior, évidemment, vous intéressez moins le recruteur, vous intéressez moins les chasseurs de têtes, etc. Donc, ça, c'est 4 mauvaises nouvelles, parce que 4 dictatures que vous devez et que nous devons tous affronter. La bonne nouvelle, c'est que l'antidote existe et que cet antidote, évidemment, c'est le réseau, puisque dans le réseau, on n'apporte jamais son CV, c'est même totalement interdit, jamais apporter son CV à un entretien réseau, car on serait tenté de le donner, il ne faut surtout pas le donner. Deuxième dictature, le copier-coller. Le plus sûr moyen de contourner cette dictature, c'est évidemment le réseau. J'en suis un bon exemple. Moi, j'ai fait toute une première partie de carrière dans la communication. Et quand j'ai voulu changer de métier, heureusement que le réseau était là, sinon je serais encore dans la communication. Troisième dictature, le diplôme. Quand vous êtes en réseauting, quand vous êtes en networking, on ne vous demande pas votre diplôme. Ce qui est important, c'est vous, c'est votre dynamisme, c'est donner envie, c'est votre discours, etc., etc. Et dernière dictature, évidemment, celle de l'âge. Le réseau permet à des gens qui ont dépassé un certain âge de trouver des jobs. Et c'est ce que je vis tous les jours depuis plusieurs années au sein du cabinet dans lequel je travaille. Ça, c'est extrêmement important de voir cette force du réseau qui permet justement de contourner ces dictatures, en tout cas ces freins à l'embauche. Ensuite, ces dernières années, vous le savez, on a connu quand même une période assez particulière qui était la pandémie, la Covid-19. Et ce qui a été très intéressant pendant cette période, c'est de constater que le réseau ne s'est pas arrêté. Le réseau a continué à fonctionner, mais sous une forme différente. Alors, pendant la grande pandémie, pendant le lockout, on a tous basculé et nos clients, nos candidats, tous les gens qui cherchaient un job à l'époque, ont basculé sur Teams, sur Zoom, sur Google Meet, etc., etc. Et dans le cabinet, on a basculé en un dimanche. Tout s'est arrêté le samedi soir. Le dimanche, ça y est, on était tous sur Zoom et on prenait nos abonnements sur Zoom. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le réseau a été quand même transformé. La façon de réseauter a été transformée par cette pandémie. Et une des grandes transformations, ça a été justement de passer en mode hybride. Le travail est passé en mode hybride, le réseau est aussi passé en mode hybride, ce qui fait que pendant des années, je disais qu'une poignée de clics ne remplaçait pas une poignée de main.
j'ai changé en disant une poignée de clics ne remplace pas une poignée de main ou une bonne visio. Vous voyez qu'on s'est tous adaptés. Mais la bonne nouvelle, en tout cas, c'est que même pendant la pandémie, le réseau ne s'est pas arrêté, le réseau a continué. Et moi, j'ai eu comme ça des clients, des cadres, dirigeants que j'accompagnais, qui ont trouvé un job pendant la pandémie en réseautant et ensuite en passant des entretiens de recrutement sur Zoom. Et ils ont reçu leur contrat sans jamais rencontrer physiquement leur patron, leur N+1, leur N+2, etc. Et ils ont commencé à travailler de chez eux, d'ailleurs. Donc, on peut tirer des leçons de ce genre de crise. En tout cas, la bonne leçon, et celle que je retiens, c'est que le réseau est assez solide pour résister à ce type de crise. Ensuite, ce que je vous propose, évidemment, c'est de passer en revue les 11 facteurs clés de succès pour réussir son activation en réseau en recherche d'emploi. Le premier facteur clé de succès, évidemment, c'est le projet. Ne faites pas de réseau si votre projet n'est pas verrouillé. Ne demandez pas au réseau de trouver votre projet pour vous. Votre projet, c'est à vous de le trouver et vous pouvez vous faire aider du service carrière de votre école. Vous pouvez vous faire aider par un coach, vous pouvez vous faire aider par un ami qui est coach ou DRH. Vous pouvez vous faire même aider par des associations de chercheurs d'emploi. Donc, faites-vous aider si vous considérez que c'est nécessaire, mais surtout, ne partez dans votre activation réseau que quand votre projet est clair et précis. Donc, il faut un projet clair, précis, facilement compréhensible, réaliste et réalisable. Hein, si vous avez 50 ans et que vous voulez rentrer chez McKinsey, oubliez tout de suite. C'est pas comme ça que McKinsey recrute. Alors, votre projet, il peut changer en route. Et puis, vous avez le droit aussi d'avoir 2 projets en parallèle. Mais si vous avez 2 projets en parallèle, attention, ne présentez qu'un seul projet à l'interlocuteur en face de vous. Je vous explique. Et je prends un exemple pour cela. Prenons un exemple que vous êtes directeur marketing dans les produits laitiers. Donc, vous êtes directeur marketing chez Lactalis. Vous vous faites licencier, ça arrive, ça fait partie des accidents de parcours. Et votre premier projet, c'est de reprendre une direction marketing dans un groupe alimentaire. Ça peut être évidemment des produits laitiers, mais ça peut être aussi des biscuits ou je ne sais quoi. Premier projet. Donc, dans la continuité, globalement. Deuxième projet, vous avez un deuxième projet en parallèle qui consiste en fait à reprendre une entreprise. Hein, vous avez un peu d'argent, vous aimeriez bien être votre patron, donc c'est votre deuxième projet. Alors, vous pouvez tout à fait mener les 2 projets en parallèle, mais vous n'allez parler de votre premier projet qu'à l'écosystème qui est légitime par rapport à ce premier projet, c'est-à-dire les recruteurs, les sociétés cibles, hein, les Lactalis, pas Lactalis, vous en venez, les Savencia, les Agria, les Bell, les Sodia, les compagnies, les Danone. Vous allez parler aussi aux chasseurs de tête, vous allez parler aux cabinets de recrutement, vous allez parler aux agences de pub qui gravitent dans ces milieux-là, aux agences digitales, vous allez parler aux conseillers en stratégie qui travaillent pour ces sociétés alimentaires. Donc ça, vous allez parler que d'un projet qui est de reprendre le même type de poste. Et votre deuxième projet, vous allez en parler à l'autre écosystème. Et vous allez parler que de ce projet-là à l'autre écosystème, qui est l'écosystème de la reprise d'entreprise. C'est les gens du CRA, c'est les intermédiaires, c'est les banquiers qui gravitent là encore dans cet écosystème de la reprise d'entreprise. Donc, vous voyez, très important, quand vous êtes en face d'un interlocuteur réseau, vous ne lui parlez que d'un seul projet. Sinon, vous l'embrouillez, et alors le pire, c'est de lui parler de 3 ou 4 projets. Là, il est complètement paumé et il ne peut pas vous aider. Ça, c'est le premier facteur clé de succès. Le deuxième facteur clé de succès, c'est le ciblage. En fait, le réseau, c'est un mode proactif. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas considérer que le réseau, c'est qui fonctionne en mode réactif, parce que le mode réactif ne fonctionne pas. Le mode réactif, ce serait dire à 10, 15 personnes qu'on connaît bien, ça y est, je suis en recherche d'emploi, si tu entends parler de quelque chose, tu m'appelles. Là, si vous faites ça, vous allez contacter une vingtaine de personnes, et puis vous allez vous asseoir, là encore, dans votre canapé magnifique en cuir blanc, et puis personne ne va vous appeler. Il ne va rien se passer.
Et donc, vous allez rester là des années, et la barbe va pousser, le cheveu va blanchir, etc., etc. Puis on vous trouvera dans 50 ans sous une forme de squelette. Ça, il faut mieux éviter. Ce qui est important, c'est donc de passer en mode proactif. Le mode proactif, c'est quoi? C'est de déterminer des cibles. Et ensuite, une fois qu'on a identifié ces cibles, c'est d'aller vers ces cibles. D'utiliser le réseau pour aller rencontrer des gens autour ou évidemment à un moment dans ces cibles. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On liste des entreprises. Alors on liste pas un secteur ou deux secteurs, on liste des entreprises dans des secteurs. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, je suis directeur marketing, je m'intéresse évidemment à un ciblage qui me correspond, en tout cas qui m'intéresse, et c'est là où je vais mettre les Bell, les Danone, les Savencia, etc., comme liste de cibles, et puis je vais élargir un peu, par exemple, à un autre secteur alimentaire qui est, je sais pas, la conserve ou les produits plutôt de charcuterie, Erta, Fleury Michon et compagnie. Mais j'ai ma liste de cibles. Alors on peut se dire, et moi j'ai beaucoup de clients qui me disent, mais Hervé, c'est très restrictif d'avoir une liste de cibles. En fait, non, parce que le fait d'avoir une liste de cibles aide le réseau à vous aider. Et vous allez voir que le réseau va aussi vous, grâce à cette liste de cibles, vous donner d'autres idées. Et vous dire, tiens, mais tu as mis Fleury Michon, mais pourquoi tu n'as pas mis, je ne sais pas, une autre société alimentaire, peut-être un peu plus petite, etc. Donc, les gens du réseau vont être en créativité avec vous, mais pour qu'ils soient en créativité, il faut qu'ils aient déjà une matière de base qui est cette liste de cibles initiale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait, il y a quelques années, une sorte de test, et on a vérifié avec tous les clients qui avaient trouvé dans l'année, si nos clients avaient trouvé au sein de leur liste de cibles initiale, ou s'ils avaient trouvé dans des sociétés qui n'étaient pas dans la liste initiale. Et en fait, on a trouvé qu'à 30%, nos clients trouvaient dans la liste initiale, et à 70%, dans des sociétés qui n'étaient pas dans la première liste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fil des entretiens réseau, le réseau avait enrichi la liste de cibles initiale avec des nouveaux noms et que, évidemment, ça avait permis à nos clients de trouver le bon job dans la bonne société. Donc, ça, c'est le facteur clé numéro 2. On va passer au numéro 3, qui consiste à exploiter le réseau indirect. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au départ, dans votre activation réseau, vous avez le premier cercle. Le premier cercle, c'est en fait le cercle des gens que vous connaissez et qui vous connaissent. Ce sont les gens que vous pouvez appeler. Même si vous ne les avez pas vus depuis 10 ans, 15 ans, c'est pas grave, vous pouvez les appeler et puis vous verrez que 9 fois sur 10, ils vont vous répondre. Ce premier cercle, il est très bien, mais il faut comprendre que ce n'est qu'un tremplin pour accéder au deuxième cercle, qui lui-même vous fera accéder au troisième cercle, et ainsi de suite. Et là encore, l'expérience nous a montré que les jobs, les bons jobs, ne se trouvent pas dans le premier cercle. Ils se trouvent beaucoup plus souvent dans les deuxième, troisième et quatrième cercles. D'où l'importance de ne pas passer trop de temps à exploiter votre premier cercle et d'aller rapidement dans le deuxième, le troisième et quatrième cercle, en fonction évidemment de vos cibles. Évidemment, il ne faut pas les rencontrer des gens qui sont complètement hors champ, on va dire, par rapport à votre ciblage. Et moi, je me méfie toujours de quelqu'un qui me dit j'ai un énorme réseau, je connais tout le monde sur la place, etc. Parce que très souvent, il va se contenter d'exploiter son premier cercle et avec des résultats plutôt médiocres. En revanche, et c'est provocateur ce que je dis, je préfère la personne qui a passé 25 ans en expatriation et qui revient à Paris, qui revient en France et qui me dit Hervé, j'ai pas de réseau. Et ma réaction, c'est de dire tant mieux, on va gagner du temps. Parce que déjà, moi, je vais te donner 2-3 contacts. Ces 3 contacts vont te donner chacun 2 contacts et tu vas être beaucoup plus rapidement dans les deuxième, troisième et quatrième cercles et beaucoup plus rapidement, on va dire, pertinent et efficace par rapport à ton exploitation du réseau. Donc, vous voyez, ça, c'est très important de passer d'un cercle à l'autre et justement, tout ça avec un objectif précis et un ciblage précis. Pour passer d'un cercle à l'autre, il y a un outil, une arme massive d'efficacité qui est la recommandation.
Pour rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas, le plus sûr moyen, c'est de se faire recommander. Se faire recommander, ça veut dire quoi? Bonjour, je vous appelle de la part de. Bonjour, je vous appelle de la part de Charline Lafont, qui m'a vivement conseillé de vous rencontrer. Quand vous n'avez pas de recommandation, vous n'êtes pas dans du réseau. Vous êtes dans ce qu'on appelle l'approche directe. Et vous êtes dans ce qu'on appelle l'appel froid. Vous appelez quelqu'un que vous ne connaissez pas de la part de personne, vous êtes en appel froid, vous avez une chance sur 10 pour que la personne vous reçoive ou accepte de faire une visio avec vous. Lorsque vous avez une recommandation, lorsque vous bénéficiez d'une recommandation solide, vous appelez de la part de quelqu'un d'une connaissance commune. À ce moment-là, vous êtes en appel chaud, le warm call, comme disent les Américains, et là, vous avez entre 8 et 9 chances sur 10 d'être reçu et d'être écouté par la personne que vous sollicitez. Donc, vous voyez toute la différence entre l'appel froid et l'appel chaud, pas de reco et la reco. Alors, souvent, moi, j'ai des clients comme ça qui me disent « Ah, mais je fais du réseau sur LinkedIn. » Je dis « Ben alors, tu fais quoi ?» Ils disent « je contacte des gens sur LinkedIn, des gens que je ne connais pas, et je leur demande de se mettre en relation avec moi. Donc, je fais du réseau sur LinkedIn. » Et en fait, non. Je leur dis « Tu fais pas du réseau, tu fais de l'approche directe. Tu utilises juste un outil qui est labellisé réseau social pour faire de l'approche directe, puisque tu ne bénéficies pas de recommandations. Si tu veux faire du réseau sur LinkedIn, tu te mets en contact avec quelqu'un que tu ne connais pas en mettant bien dans le mail, enfin dans le message plutôt de connexion, je vous contacte ou j'aimerais me connecter avec vous et je viens de la part d'eux qui m'a vivement conseillé de me mettre en contact avec vous, etc. Vous voyez, donc il faut bien comprendre que le réseau, c'est dès qu'il y a une recommandation. Quand il n'y a pas de recommandation, on n'est pas dans le réseau, on est dans l'approche directe, qui est un autre vecteur, mais qui est évidemment beaucoup moins efficace. Alors, un conseil, pas de reco au frigo. Imaginons que, justement, je viens voir Béatrice Guillemet, ici présente, et Béatrice a la gentillesse de me recevoir parce qu'on a travaillé ensemble il y a quelques années et qu'elle a gardé un bon souvenir de moi. Béatrice est en poste, moi je suis en transition de carrière, je l'appelle, elle accepte évidemment de me recevoir dans son bureau, et à la fin de l'entretien, comme je tiens la route, mon projet est clair, je ne suis pas au fin fond d'une dépression nerveuse abominable, elle m'ouvre son carnet d'adresses, parce que aussi je lui demande, je lui dis, est-ce que tu connaîtrais des gens que je pourrais rencontrer dans tel secteur, dans telle entreprise, etc. Et Béatrice me donne 2 noms. Elle me donne donc le nom de Grégory et puis le nom de Charline. Et je sors de son bureau et puis la vie continue. Mais sauf que l'histoire continue, puisque Béatrice, il s'avère qu'elle déjeune avec Grégory 15 jours après. Et elle dit à Grégory, bon, il y a un garçon qui s'appelle Hervé Bommelard qui a dû t'appeler de ma part. Et Grégory répond, bah non, personne ne m'a appelé. Pas terrible. 15 jours après, donc un mois après le rendez-vous que j'ai eu moi avec Béatrice, Béatrice joue au golf avec Charline. Et au trou numéro 3, elle lui dit, tiens, au fait, tu as dû avoir un appel d'Hervé Bommelard pour te rencontrer. Et Charline répond, non, personne ne m'a appelé. Ben là, je peux vous dire que moi, je suis mort. Je suis mort. Je respecte pas une règle de base du réseau qui est justement de tenir au courant Béatrice de ce que je fais. Et surtout, elle me donne des contacts, à moi de les activer. Si je les active pas, mais je suis un guignol, je suis un rigolo. Donc très important ça, pas de recours au frigo, pas de recours au congélo, on vous donne des noms, vous les appelez. Si par hasard on vous donne 10 noms et vous décidez d'en appeler que 5, alors 10 noms c'est rare, je vous rassure, mais sait-on jamais et prenons cet exemple. Eh bien vous prévenez la connectrice, en l'occurrence Béatrice, que vous allez appeler ou que vous êtes en contact avec les 5 qui ont accepté de vous recevoir, et que les 5 autres, pour le moment, vous les appelez pas, mais que vous la préviendrez si vous l'appelez. Juste pour être totalement clean par rapport au réseau. On passe maintenant au facteur clé numéro 5. Dans le réseau, vous pouvez tout demander. Vous pouvez demander des conseils, vous pouvez demander de l'information, vous pouvez demander un avis sur votre projet, sur votre ciblage.
sur votre stratégie de recherche d'emploi. Vous pouvez demander la vision de la personne qui vous reçoit sur l'évolution d'un marché, l'évolution d'un métier. Vous pouvez demander aussi la perception que la personne a des enjeux, justement, d'un nouveau produit, d'une nouvelle, par exemple, de chat GPT, est-ce que ça va complètement changer votre métier, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, vous pouvez tout demander au réseau, tout sauf un job. Le plus sûr moyen de casser la démarche réseau, c'est d'appeler quelqu'un. Donc, j'appelle moi quelqu'un, par exemple, chez Thales, même de la part de quelqu'un que je connais, hein, d'une relation commune. Et je dis à cette personne, bonjour, je vous appelle de la part de Paul Dupont. Et Paul m'a vivement conseillé de vous parler. Je voudrais savoir chez Thales, il y a un job qui correspond à mon profil et à mes compétences. Ben, je peux vous dire que la personne que j'appelle va dire, bah, écoutez, je ne sais pas, actuellement dans mon département, on ne recrute pas, même si c'est pas vrai, il va vous dire ça parce qu'il se protège. Mais ça sert à rien, donc on se rend compte. Mais bah, je vous donne le contact de la DRH et appelez la DRH. Elle doit savoir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous contactez la DRH et la DRH, elle fait son boulot de DRH. Elle dit, bah, envoyez votre CV. Et donc là, vous quittez l'autoroute du réseau pour revenir sur la départementale de la candidature spontanée. Donc, vous cassez la démarche réseau. Hein, ce contact que vous aviez chez Thales, si vous aviez adopté la bonne demande, voilà, soyons clairs, je ne vous demande pas un job, je suis en transition de carrière, mais je ne vous demande pas un job, mais ça m'intéresse de vous rencontrer pour mieux comprendre les enjeux de l'industrie de l'armement suite à la guerre russo-ukrainienne. Évidemment, si vous lui demandez quelque chose qui peut vous donner des conseils ou de l'information, ou sa vision, etc., il va vous recevoir. Si vous lui demandez un job, il ne vous reçoit pas. Donc, très important, la demande. Alors, la demande, ce qui est aussi très important, c'est vous calibrer la demande en fonction de l'interlocuteur. Donc, vous adaptez votre demande en fonction de la personne que vous voulez rencontrer. Et une demande, ça se prépare. Donc, demandez toujours au connecteur, alors cette personne est plutôt experte dans quoi, etc., etc. Ensuite, faites votre homework, votre travail à la maison, pour aller sur LinkedIn, pour regarder si cette personne publie, si elle a été interviewée, quel a été son parcours, etc. Et en fonction de ça, vous adaptez, vous ciselez une demande qui va être évidemment pertinente pour la personne que vous voulez rencontrer. Facteur clé numéro 6, les codes, les règles du jeu. Évidemment, le réseau a certaines règles du jeu qu'il faut respecter. Donc la première règle du jeu, c'est la confiance. Lorsque je rencontre Béatrice, avec qui j'ai travaillé quelques années, et qu'elle accepte de me recevoir, et il s'avère que, en fait, Béatrice ne va m'ouvrir son carnet d'adresses que si elle a confiance en moi. Si mon discours est complètement débile, que mon projet n'est pas clair, que elle se dit il a pété un câble ce garçon, etc. Elle n'a aucun intérêt à m'ouvrir son carnet d'adresses parce qu'elle va se griller auprès de ses contacts. Donc il faut qu'elle me fasse confiance. Elle me donne 2 contacts. Moi, mes parents m'ont appris à pas parler à des inconnus, donc il faut que j'arrive à vaincre ce frein de parler à des inconnus, mais comme j'ai confiance en Béatrice, je lui fais confiance. Elle m'a dit que je pouvais appeler Charline et Grégory, j'appelle Charline et Grégory. Donc, vous voyez, elle me fait confiance, je lui fais confiance. Et Charline et Grégory, pourquoi ils vont me recevoir? Non pas à cause de mes beaux yeux ou à cause de mon beau costume, ils vont me recevoir simplement parce qu'ils ont confiance en Béatrice. Alors, si Béatrice m'envoie Hervé, bon, ça m'emmerde un peu, soyons clairs, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je me sens un peu obligé de le recevoir, ou en tout cas de lui consacrer un peu de temps sur Zoom ou sur Teams. Vous voyez que la confiance, elle est au cœur de la réussite du réseau. Dès que vous n'inspirez pas confiance, ou dès que vous ne respectez pas les codes qui font qu'on a confiance en vous, le réseau s'arrête. Deuxième code, deuxième règle du jeu, c'est le réseau en France, on est plutôt dans une démarche d'un professionnel qui rencontre un autre professionnel. Donc, on est plutôt dans la force des liens faibles. La force des liens faibles, c'est je connais des gens dans le monde professionnel et c'est ces gens-là qui vont être les plus utiles pour moi. Tout ce qui est les liens forts, c'est-à-dire les amis proches et la famille proche, soyons clairs, ne va pas être d'une grande aide dans votre recherche d'emploi. Donc, ne considérez pas que le réseau efficace, ce sont les liens forts, c'est-à-dire
vos copains très proches que vous voyez très souvent et votre famille très proche, celle que vous voyez également très souvent. Là, la force des liens faibles, c'est une règle qui a été édictée ou trouvée en fait par un sociologue américain qui s'appelle Mark Granovetter, qui a fait toute une étude très célèbre sur la recherche d'emploi aux États-Unis dans la région de Boston et qui a démontré, par évidemment toutes les recherches qu'il avait fait, l'importance du réseau et qui avait surtout démontré justement cette loi qui s'appelle la force des liens faibles. Donc on a beaucoup plus de chances de trouver un job par un lien faible. Un lien faible, c'est quoi? C'est quelqu'un que je connais un peu et qui me connaît un peu, ou alors quelqu'un que je ne connais pas mais que je vais rencontrer de la part de quelqu'un que je connais. Troisième règle du jeu, donnant-donnant. Le réseau, c'est donnant-donnant. Alors, évidemment, quand vous êtes en recherche d'emploi, on va vous donner pas mal de choses. On va vous donner un rendez-vous, on va vous donner du temps, on va vous donner de l'écoute, on va vous donner des conseils, de l'information, de la vision, de la prospective, des conseils sur les enjeux du marché, etc., etc. On va vous donner peut-être un job parce que il arrive évidemment un entretien réseau sur 20, à un moment on vous propose un job ou on vous met sur la piste d'un job. Et puis si on ne vous met pas sur la piste d'un job, on va vous donner évidemment des contacts parce que vous allez les demander. Et le corollaire, ou plutôt qu'est-ce que vous, la question c'est qu'est-ce que vous donnez en échange? Alors moi je vais vous dire ce que vous donnez en échange et ça c'est très important pour comprendre pourquoi le réseau fonctionne. Vous allez donner en échange quelque chose d'assez agréable qui, à la personne qui vous reçoit, qui est le plaisir de rendre service, le plaisir de se sentir utile, le plaisir de parler de son métier, le plaisir de parler de son secteur, le plaisir d'être écouté parce qu'entre-temps, plus personne l'écoute. Dès qu'il parle de son métier ou de son secteur chez lui, tout le monde fuit dans la salle de bain. Bah là, il a en face de lui quelqu'un qui l'écoute et il est absolument ravi. Donc, cette personne qui, au départ, n'a pas forcément envie de vous recevoir parce qu'il a autre chose à faire, eh ben, si tout se passe bien, il va passer un très bon moment avec vous parce que c'est valorisant. C'est valorisant de donner des conseils à quelqu'un, évidemment, qui a un certain niveau. Donc, c'est là où cette personne, vous allez la faire rentrer dans votre bac à sable. Et qu'à la fin de l'entretien, comme elle a passé un bon moment et qu'elle s'est investie dans votre projet, elle a envie que ça marche. Et c'est pour ça qu'elle va vous donner des contacts, alors qu'au départ, elle ne vous connaissait pas. Et c'est pour ça qu'après, elle aimera avoir des nouvelles de votre recherche d'emploi et surtout d'avoir la bonne nouvelle comme quoi vous avez trouvé un job. Vous voyez, ça, c'est très important pour vous désinhiber par rapport au réseau en disant « je vais emmerder les gens ». C'est clair qu'au début, vous les embêtez un peu, mais une fois que vous êtes en face d'eux, ils prennent du plaisir à vous recevoir et à vous aider. Ensuite, le dernier code, évidemment, c'est les règles de politesse. Alors là, j'en ai 2 heures sur les règles de politesse, que moi, j'en ai fait un atelier au sein du cabinet où je travaille, et je vais vous donner juste quelques règles, vous donner des exemples. La première règle, évidemment, c'est d'arriver à l'heure. Alors, arriver à l'heure, ça paraît évident, hein, il ne faut pas arriver en retard à un rendez-vous réseau, parce que c'est mal vu. Alors, si vous arrivez en retard, il faut prévenir, évidemment. Mais arriver à l'heure, ça veut dire aussi ne pas arriver trop tôt. Moi, ça m'est arrivé de donner des rendez-vous à 11 heures du matin à des gens du réseau qui venaient me voir de la part d'eux. Et les gens, à 10h15, l'accueil appelait en disant il y a monsieur ou madame un tel qui est à l'accueil et qui a rendez-vous avec vous. 3/4 d'heure à l'avance. Non, non, ça, c'est une règle de politesse. On n'arrive pas 3/4 d'heure à l'avance ou même une demi-heure à l'avance. Un quart d'heure, c'est limite. Hein. J'ai eu dernièrement quelqu'un qui est arrivé un quart d'heure en avance. Bon, c'est une façon quand même de dire bon, bah, si vous avez rien à foutre, vous pouvez me recevoir plus tôt. Ou alors, c'est une façon de dire j'ai tellement peur de louper le rendez-vous que j'arrive peut-être très, très, très tôt. Donc, en tout cas, ça ne délivre pas un bon message. Deuxième exemple, c'est aussi évidemment de remercier. Dans le réseau, vous allez voir, c'est très important de remercier les gens et très souvent, les gens ne remercient pas. Dans le réseau, si on vous invite, si on vous dit, tiens, bon, allons déjeuner ensemble, comme ça, vous me poserez des questions pendant le déjeuner, sachez que c'est à vous de payer l'addition. Si c'est un café, c'est à vous de payer l'addition. Si l'autre insiste lourdement pour payer l'addition, laissez-lui payer l'addition, mais il faut qu'il insiste. Mais sachez que vraiment, dans le réseau, c'est la personne qui sollicite qui paye l'addition. Donc, des codes, il y en a plein comme ça, mais en tout cas, très important d'être respectueux de ces codes de politesse dans toute votre démarche réseau.
La clé numéro 7, on va faire très court parce que vous avez d'autres conférences, d'autres webinaires sur LinkedIn. Bon, évidemment, LinkedIn, c'est un facilitateur et un accélérateur de réseau. Il faut avoir un profil qui est nickel chrome. Il faut avoir une bonne photo, un bon background, tous les mots-clés, des images. Mettez un paquet d'images parce que c'est beaucoup plus vivant. Et le meilleur conseil que je peux vous donner sur LinkedIn, c'est aller piller les bonnes idées dans les profils de vos meilleurs concurrents. Donc, vous identifiez sur LinkedIn vos concurrents par des mots-clés, hein, c'est pas dur. Ils sont à peu près dans le même métier que vous, dans à peu près les mêmes secteurs, et vous voyez très vite que leur profil, il a été super travaillé avec un super professionnel. Ça se sent tout de suite, ça se voit à plein de petits détails. Et là, vous repérez 5-6 profils de concurrents très, très bien travaillés et vous les pillez. Hein, vous piquez tous les bons mots-clés, vous regardez dans quel groupe ils sont, quels influenceurs ils suivent, quel type d'image ils ont mis, etc., etc. Et la bonne nouvelle, c'est que sur LinkedIn, il n'y a pas de droit d'auteur. Vous pouvez piller tout ce que vous voulez. Si vous allez sur mon profil, vous verrez que la version anglaise, alors pour le coup, j'ai piqué tout ça, toutes les bonnes formules que j'ai trouvées, je les ai trouvées sur des profils américains de gens qui font le même métier que moi. Donc là, j'ai même moi-même appliqué mon conseil puisque j'ai pillé des profils anglo-saxons. Deuxième conseil sur LinkedIn, c'est quand vous prenez rendez-vous avec quelqu'un, donc aujourd'hui, on est le 15, donc imaginons que vous avez pris rendez-vous aujourd'hui avec quelqu'un que vous allez rencontrer dans une semaine, c'est-à-dire le 22, et ben demain, c'est-à-dire le 16, mettez-vous en relation avec cette personne sur LinkedIn. Donc on se met en relation avec quelqu'un qu'on va rencontrer sur LinkedIn après la prise de rendez-vous et avant le rendez-vous. Pourquoi? Parce que après la prise de rendez-vous, la personne a beaucoup plus de chances de vous accepter, puisque ça y est, vous avez pris un rendez-vous avec elle, donc il est un peu plus logique qu'elle accepte. Et pourquoi avant le rendez-vous lui-même? Parce que ça vous permet d'aller sur le profil de cette personne, et si la personne n'a pas paramétré ce profil différemment, vous avez accès à tous ses contacts, parce que vous êtes en relation avec cette personne. Et vous allez vous balader dans son carnet d'adresses pour regarder qui connaît dans quelle société. Et ça veut dire qu'à la fin de l'entretien, quand vous allez demander des noms de personnes à rencontrer pour continuer et développer votre démarche réseau, ben vous serez beaucoup plus pointu parce que vous avez repéré que votre interlocuteur du jour connaît des gens dans des sociétés qui vous intéressent et qui les connaît à plutôt un haut niveau. Vous serez plus précis, on va dire, dans le ciblage des sociétés que vous allez citer à la fin de l'entretien réseau. Donc, LinkedIn, vous avez vu que ça écrase toute la page. Twitter, je l'ai mis en petit. Évidemment, Viadeo, vous oubliez, Viadeo est mort. Pour ceux qui connaissent encore Viadeo, il y en a de moins en moins, à mon avis. La clé numéro 8, c'est évidemment la mise en contact. Dans le réseau, il ne faut pas louper la mise en contact puisque vous allez appeler des gens que vous connaissez. Là, normalement, c'est pas trop compliqué, même si vous les avez pas vus depuis très longtemps. Hein, surtout, n'hésitez pas. Vous n'avez pas vu quelqu'un depuis 20 ans, appelez-le. Ou en tout cas, contactez-le. Vous verrez que très souvent, il sera content d'avoir de vos nouvelles. Ensuite, les gens qu'on ne connaît pas, il ne faut pas se planter parce que il faut faire tout de suite bonne impression et vous avez une première chance de décrocher le rendez-vous, vous n'en aurez pas une deuxième. Donc, deux vecteurs essentiels sur la mise en contact. Le premier, évidemment, c'est le mail. J'envoie un mail à quelqu'un que je ne connais pas et j'ai tout un script de mail, hein, mais je vous donnerai des outils ensuite pour aller récupérer ces scripts là où il faut, qui est dit, voilà, monsieur, je prends contact avec vous de la part d'eux, qui m'a vivement conseillé de vous rencontrer, etc., etc. Ce qui est important, vous verrez dans le mail, je vous donnerai un exemple à la fin, c'est de bien dire que vous allez l'appeler. Hein, c'est vous sollicitez un rendez-vous auprès de la personne que vous contactez, mais vous mettez bien dans le mail, si vous êtes d'accord sur le principe de se rencontrer, je vous propose de vous appeler sous 24 heures pour fixer un jour et une heure à votre convenance. Et vous gardez la main. Parce que si vous ne mettez pas cette phrase et vous attendez que la personne réponde à votre mail, je peux vous dire que une fois sur deux ou 2 fois sur 3, non, une fois sur 2, une fois sur 3, il va pas répondre. Nous, on l'a constaté dans notre métier, et c'est pour ça qu'on a fait ajouter cette phrase magique, comme quoi vous gardez la main, à la fin du mail qu'on propose à nos clients. Le deuxième vecteur pour la mise en contact, c'est le téléphone direct.
C'est-à-dire, je ne passe pas par un mail introductif, je téléphone directement parce que je suis à l'aise au téléphone, parce que j'ai un script d'appel téléphonique que je maîtrise parfaitement, et comme ça, je gagne du temps. Si j'appelle au téléphone et que je tombe sur une messagerie, je ne laisse pas de message et je vais rappeler jusqu'à ce que la personne décroche. Si vraiment elle ne veut pas décrocher, à ce moment-là, je vais laisser un message en disant que je vais la rappeler. Et on peut espérer évidemment que la personne décroche. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un qui vraiment ne répond pas ni à vos messages écrits, ni à vos messages téléphoniques, ben, à un moment, n'insistez pas, mais revenez vers le connecteur pour lui dire, bon, bah, écoutez, voilà, vous m'avez donné tel nom de personne, il ne répond pas, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Et là, le connecteur, soit il vous dit, bah, arrêtez, soit il vous dit, bah, je reprends la main, soit il vous dit, bah, réessayez une nouvelle fois, mais mettez-moi en copie. Pas hésiter à revenir vers le connecteur si vous voyez qu'à un moment, ça bloque. Des rendez-vous réseau, de toute manière, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez une bonne recommandation, vous allez en avoir 8 à 9 sur 10. Donc, ça veut dire qu'il y en a toujours un ou deux qui ne vont pas accepter de vous recevoir, et ce n'est pas grave. Donc, surtout, ne les insultez pas. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Tout le monde ne joue pas le jeu du réseau. Ensuite, vous pouvez aussi faire des mises en contact par SMS, pourquoi pas. Certains, à une époque, faisaient ça sur Twitter. Honnêtement, je le vois de moins en moins, puisque Twitter, aujourd'hui, pour plein de raisons, fonctionne moins bien. Et puis, je vous déconseille de faire des mises en contact sur LinkedIn, parce que les exemples montrent que un certain nombre de personnes peut-être acceptent de vous mettre dans leur carnet d'adresses, mais quand ensuite vous leur envoyez un message pour obtenir un rendez-vous, ils ne vous répondent pas. Donc, prenez plutôt le mail professionnel de la personne et le 06, ou alors le 01 s'il y a un 01, et avec évidemment une assistante. Et si vous devez passer le barrage de l'assistante, soyez toujours très poli et très, comment dire, constructif avec l'assistante, parce que c'est elle qui va vous faire passer le message ou pas à son patron ou à sa patronne. Nous passons maintenant au facteur clé numéro 9, qui est évidemment l'entretien réseau. L'entretien réseau, il peut se faire, on l'a vu sur Zoom, sur Teams, vous voyez, magnifique masque. Mais le mieux, dans la mesure du possible, c'est de le faire évidemment en one-to-one, en face-à-face. Et le meilleur endroit, c'est le bureau de la personne, si évidemment cette personne a un bureau individuel. Je vous déconseille les entretiens réseau au restaurant. Quand il n'y a pas le choix, on le fait. Mais le problème du restaurant, c'est que déjà, faut manger, la personne a peut-être envie un peu de se détendre et pas être forcément dans un discours professionnel. Il y a souvent du bruit. Si vous allez en plus dans une brasserie, vous êtes un peu les uns sur les autres. Bonjour la confidentialité, pas terrible. Pour prendre des notes sur une table de restaurant qui est assez petite, où il y a déjà une assiette, c'est pas très pratique, etc. Donc, si vraiment l'entretien au restaurant, on essaye d'éviter. Si la personne insiste, le conseil que je vous donne, c'est de dire, écoutez, très bien, on se retrouve à 12h30 pour aller déjeuner. Est-ce que ça vous dérange pas que j'arrive à midi pour qu'on passe une demi-heure dans votre bureau pour que je vous parle de choses confidentielles, et puis ensuite on va déjeuner. Vous verrez, ça permet d'être beaucoup plus efficace dans un entretien réseau. L'entretien réseau, donc, n'a rien à voir avec un entretien d'embauche, puisque dans un entretien d'embauche, c'est votre interlocuteur, le recruteur qui, évidemment, tient le volant. Dans l'entretien réseau, c'est vous qui tenez le volant. C'est vous qui êtes le maître du temps et c'est vous qui êtes le maître de l'agenda. Donc là encore, vous verrez dans l'outil, je vous proposerai le déroulé d'un entretien réseau. Mais globalement, il y a d'abord l'échauffement social. C'est bonjour, ravi de vous rencontrer. Vous allez trouver facilement, oui, très joli, votre nain dans le bureau est magnifique, j'ai le même à la maison, etc. Vous voyez, l'échauffement social plutôt sympathique. Et puis ensuite, toujours rappeler de la part de qui vous venez, parce que très souvent, votre interlocuteur ne sait plus, et il a oublié. Ensuite, toujours valider le temps. De combien de temps disposez-vous? Parce que ça va être important pour arrêter l'entretien, pour pouvoir demander des noms, sauf si votre interlocuteur a la bonne idée de vous proposer un job, ce qui arrive. Et ensuite, c'est vous le maître de l'agenda, donc vous proposez un plan. Par exemple, ce que je vous propose, c'est d'abord de me présenter rapidement, et ensuite
de venir aux questions que je voulais vous poser par rapport à votre vision de l'évolution de tel secteur. La présentation, c'est la PP2M, hein, présentation personnelle en 2 minutes, c'est le pitch. Et là, c'est 2 minutes maximum. Ce pitch, il est totalement maîtrisé. Vous le connaissez non pas par cœur, mais quasiment. Et surtout, vous l'avez adapté à l'interlocuteur. Vous ne faites pas toujours le même pitch, vous pouvez l'adapter. Ensuite, vous posez vos questions et c'est l'autre qui parle. Donc là, c'est à lui de parler, c'est à lui de répondre, c'est à lui de prendre du plaisir à vous répondre, à vous donner des conseils, etc. On arrive à 5 minutes à la fin de l'entretien, il faut arrêter l'entretien, donc vous l'arrêtez, vous remerciez la personne, et vous lui dites, bah, écoutez, merci beaucoup madame, c'était extrêmement intéressant tout ce que vous m'avez dit, j'ai pris des notes, ça va beaucoup m'aider par rapport à ma démarche actuelle. Et justement, par rapport à cette démarche, est-ce que vous voyez d'autres personnes intéressantes à rencontrer, pour lesquelles vous pourriez me recommander? Soit la personne, votre interlocuteur, votre interlocutrice en l'occurrence, vous donne spontanément des noms, mais très souvent vous verrez qu'il n'y a pas de nom qui sort. Dans ce cas-là, il faut l'aider. Donc il faut la faire passer en mode assisté, et la mode assisté, c'est de dire je cherche à rencontrer des gens, et là vous citez des noms d'entreprises, hein, chez Total Energy, chez Arkema, chez Solvay, et vous citez des noms d'entreprises. Et vous verrez que dès que vous citez des noms d'entreprise, c'est beaucoup plus facile pour la personne en face de vous donner des noms. Quand on vous donne un nom, validez toujours est-ce que je peux le contacter de votre part? Il faut que la personne dise oui, sinon c'est du name dropping. Et sinon, ce n'est pas du réseau, puisque vous n'aurez pas de recommandation. Deuxième question, alors on vous a répondu oui à la première, oui, vous pouvez le contacter de ma part. Deuxième question, et si je le contacte de votre part, est-ce que vous pensez qu'il aura le temps de me recevoir? Là, c'est pour verrouiller la force de la recommandation, parce que si vous avez 2 oui, ça veut dire que la recommandation est solide et qu'a priori, vous avez beaucoup plus de chances, évidemment, d'être reçu par la personne que vous allez solliciter. Ensuite, vous allez demander les coordonnées de la personne, parce qu'il faut récupérer évidemment les coordonnées de la personne que vous pouvez contacter, si possible le mail et le 06 ou le 01. Et puis, vous pouvez aussi poser la question, mais comment connaissez-vous cette personne que je vais contacter de votre part? Et là, ça va vous donner de la matière pour justement l'échauffement social, que ce soit au moment du coup de téléphone, mais surtout au moment de l'entretien réseau, puisque quand vous dites « je viens de la part de Paul Dupont qui m'a mis en relation avec vous », vous pourrez dire « oui, mais je sais que vous jouez au golf avec Paul Dupont, vous jouez au tennis avec Paul Dupont, vous avez été à l'EDEC ensemble avec Paul Dupont, etc. etc. » Vous voyez, vous avez de la matière pour cet échauffement social qui est plutôt important, évidemment, pour que la relation s'établisse sous les meilleurs auspices. L'entretien réseau est terminé, donc vous prenez congé de la personne en la remerciant et en lui disant écoutez, bien évidemment, je vous tiendrai au courant des contacts que vous m'avez donnés et puis de la suite de ma démarche. Et évidemment, c'est ce que vous allez faire pour maintenir le contact dans la durée. Alors, on arrive bientôt à la fin. Évidemment, l'étape d'après, c'est justement maintenir le contact dans la durée. Donc, c'est tenir ces contacts informés. C'est ce que les anglo-saxons appellent le follow-up. Alors, le follow-up, il se découpe de la façon suivante. D'abord, le lendemain de l'entretien, pas le jour même, pas 2 jours après, pas 4 jours après, pas une semaine après, un mail de remerciement. Les modèles de remerciement, vous verrez, seront dans la plateforme que je vous proposerai tout à l'heure. Vous les trouverez, vous pouvez les télécharger. Donc, je vous remercie à personne, hein, chère madame, je vous remercie encore pour l'entretien que vous m'avez accordé hier soir. J'ai beaucoup apprécié la qualité de vos conseils et tout particulièrement tel conseil que je vais appliquer dès maintenant. J'ai bien noté que je pouvais contacter madame X et monsieur Y de votre part, ce que je vais faire dans les jours qui viennent. Et bien entendu, je vous tiendrai informé de la suite de ma démarche. Dans cette attente, je vous prie d'agréer mes meilleures salutations. Très simple, pas plus. Le mail, il est à la fois stratégique et puis c'est un outil de politesse. Stratégique parce que vous dites que vous allez appeler dans les 4 jours. Donc peut-être que votre connectrice, donc votre connecteur, va prévenir les personnes justement dont elle vous a donné le nom. On verra. Et ça, c'est toujours intéressant de faire ça. Ensuite, vous rencontrez Madame X, vous remerciez le lendemain Madame X et le lendemain, vous remerciez aussi le connecteur ou la connectrice. 15 jours après, Monsieur Y, même combat. Le lendemain de la rencontre avec Monsieur Y, vous remerciez Monsieur Y et vous remerciez le connecteur ou la connectrice.
Et puis, 6 mois après, vous trouvez un job, vous alertez toutes les personnes que vous avez rencontrées, enfin, vous les prévenez plutôt de la bonne nouvelle par un mail personnalisé. Surtout pas le mail où je mets tout le monde en copie et le truc absolument abominable. Et puis, non, c'est un mail personnalisé. Donc, je vais. Alors, le corps du mail sera toujours un peu le même, évidemment, mais vous allez quand même faire quelque chose de spécifique en disant cher monsieur, nous nous étions rencontrés le 15 février 2023. Je tenais à vous informer en avant-première que ça y est, j'ai signé un super job, etc., etc. Vous allez faire plein de gens heureux. Imaginez que vous allez rencontrer 50 personnes, vous allez faire 50 personnes qui vont être fières et contentes de vous avoir aidé. Et puis, si votre recherche d'emploi dure un peu longtemps, ce qui est très important, c'est que les personnes que vous avez rencontrées aient régulièrement des nouvelles de votre part. Prenons un exemple, on est le 15 février, vous rencontrez quelqu'un, cette personne vous donne 2 contacts, et ces 2 contacts, vous arrivez à les rencontrer jusqu'au 15 mars. Donc, ça veut dire que l'initiateur des contacts, vous l'avez rencontré le 15 février et que la dernière fois que vous lui avez donné des nouvelles, c'est évidemment le 15 mars, ou le 16 mars, puisque là, vous l'avez remercié du 2e contact qu'il vous a donné. Entre le 16 mars et le 15 juin, puisque vous avez signé votre super job le 15 juin, là, il va falloir alimenter la relation. Alors, moi, je conseille tous les 2 mois. Donc, on dit, la dernière fois que je lui ai donné des nouvelles, c'était le 15 mars. 15 mars, 15 avril, 15 mai. Eh ben, le 15 mai, je vais lui donner des nouvelles. Alors, soit c'est juste dire où vous en êtes, et positif, hein, dites pas que vous allez vous suicider le lendemain si vous n'avez pas trouvé un job, non, soyez positif toujours. Mais vous pouvez aussi lui envoyer des cadeaux. Alors, qu'est-ce que c'est que les cadeaux? C'est l'invitation à un webinaire, c'est l'invitation à une conférence, c'est le lien sur un site extrêmement intéressant que vous avez vu, c'est un article intéressant par rapport à un sujet qui peut l'intéresser, c'est un résumé de bouquin. Hein, vous pouvez vous abonner comme ça à des sites de résumé de bouquins comme Get Abstract, comme Axel 5, etc., etc. Donc, à vous d'être créatif pour envoyer à la personne et pour maintenir le contact intelligemment quelque chose qui peut intéresser cette personne. Ensuite, et je finis là-dessus, donc ce qui est important, c'est d'organiser vos actions. Alors, le réseau, quand on est en recherche d'emploi et qu'on est hors poste, évidemment, c'est chronophage, mais l'intérêt qu'on a, l'avantage qu'on a quand on est hors poste, c'est qu'on a du temps pour faire du réseau. Le problème pour les gens en poste, hein, qui travaillent de 8h30 jusqu'à 7h30, sans pause à midi ou avec un sandwich à midi, c'est qu'ils n'ont pas le temps de faire du réseau. Donc, ils vont faire du réseau à leurs moments perdus, qui ne sont pas beaucoup, pas très nombreux, et puis peut-être un peu en prenant des RTT par-ci, s'ils ont des RTT, et ainsi de suite, ou en prenant des jours de vacances. Donc, sachez en tout cas pour ceux qui sont en poste que vous avez un avantage concurrentiel par rapport aux gens en poste, parce que vous avez le temps de faire du réseau. Le réseau, c'est chronophage et il faut être très organisé. Je vous prends un exemple, j'avais comme ça un client qui faisait trop de rendez-vous réseau. Alors, la bonne norme pour les rendez-vous réseau, c'est entre 5 et 7 par semaine. Il faut les préparer, il faut se déplacer, si on se déplace évidemment, il faut les débriefer, il faut écrire le compte-rendu. Donc, c'est un vrai travail à temps plein. Donc, il faut être très organisé. Donc, j'avais un client comme ça. Bon, il était à 15 rendez-vous réseau par semaine, donc à un moment, il s'est pris les pieds dans le tapis. Et il est arrivé à un rendez-vous à la Défense un lundi matin, alors qu'en fait, son rendez-vous, c'était à la bibliothèque François Mitterrand. Voilà. Donc, il avait inversé le rendez-vous du soir et celui du matin. Donc, il s'est pointé à 9h au rendez-vous du gars qui l'attendait à 17h. Oui. Et il y avait à l'autre bout de Paris quelqu'un qui l'attendait à 9h. Donc, ça on appelle le burn-out du réseau. Ça, évidemment, il faut éviter ça. Ensuite, je prends un autre exemple. J'ai un client comme ça. Un jour, il s'est retrouvé dans un entretien réseau. Il savait plus de la part de qui il venait. Hein, il était là encore, il avait oublié. Et heureusement, la personne en face ne lui a pas demandé. Elle lui a pas dit, mais au fait, vous venez de la part de qui? Et là, il aurait été très embêté. Donc, vraiment, pour ça, il faut être très, très organisé dans le réseau. Et tout ce que vous faites dans le réseau, il faut le marquer. Alors, quand on était à la bonne vieille époque du XXe siècle, on avait des bons vieux tableaux Excel. Mais les tableaux Excel, évidemment, moi, j'en ai vu beaucoup de mes clients. C'est un moment, quand on fait beaucoup de réseaux, le tableau, il explose. Et on n'y comprend plus rien. Donc, on a créé un outil que je vais vous montrer après, qui s'appelle jobfinder.fr,
qui est là pour vous aider à, on va dire, fluidifier votre démarche réseau, aussi votre recherche d'emploi. Je vous ferai une démonstration très rapidement après, puisque j'arrive à la conclusion. Alors, JobFinder, je vais vous montrer juste après. Donc, la conclusion, vous avez compris, vous avez le choix entre networking ou not working. Ça, c'est un peu mon mantra, c'est mon slogan à moi. Le bouquin que j'ai évoqué au début, donc c'est Trouver le bon job grâce au réseau. Vous voyez ici en petit qu'on est à la 8e édition, et c'est la toute dernière édition puisqu'elle est parue il y a moins d'1 mois. Et puis, si vous pouvez me rendre un service, je vous demande juste ce petit service, c'est sur LinkedIn, c'est de suivre la page Enjeux dirigeants. C'est une page, en fait, c'est la plus active des pages des cabinets de placement en France, puisqu'on publie tous les jours, on partage, on publie tous les jours de l'information sur la recherche d'emploi, sur le réseau, etc., etc. Et on a été plébiscité comme la meilleure page du métier sur Enjeux dirigeants. Donc, n'hésitez pas, vous suivez cette page-là, et comme ça, on sera absolument ravis et on vous en remercie d'avance. Une fois que j'ai dit ça, et je vais finir là-dessus, je vais vous présenter donc un outil. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un cadeau. Alors, il faut que je retrouve l'outil déjà. Bien sûr, il ne s'affiche pas. Et bien, on va aller le chercher. Il est là. Alors, j'arrive. Voilà. Hop. Donc, l'outil, normalement, devrait s'afficher. Il ne s'affiche pas, j'y reviens. Alors, on recommence. Voilà. Voilà, là, il s'affiche. Donc, JobFinder, c'est un outil qu'on a créé. Là, il est labellisé Enjeux dirigeants, mais normalement, c'est marqué JobFinder ici. Donc, c'est un outil qui est au départ gratuit. Ça s'appelle jobfinder.fr. JobFinder, pour s'inscrire, c'est juste un prénom, un nom, une adresse mail et vous créez votre mot de passe à vous. Et il y a une partie gratuite et une partie premium. La partie premium, ce que je vais faire, c'est pour ceux qui s'intéressent, vous m'enverrez une demande sur LinkedIn et je vous mettrai un certain nombre de mois d'abonnement gratuit pour que vous puissiez avoir accès à toutes les fonctionnalités de l'outil. Pour vous inscrire, je l'ai dit, alors avant de m'envoyer le mail en disant voilà, j'aimerais bien avoir l'abonnement gratuit, il faut vous inscrire, parce que si vous n'êtes pas inscrit, je peux pas demander que vous ayez l'abonnement gratuit. Donc déjà vous inscrire pour ceux qui s'intéressent et ensuite je vous mets en abonnement gratuit. Alors, une fois que vous êtes abonné, enfin, une fois que vous êtes, inscrit, vous allez ici, vous mettez votre mail, votre mot de passe, et hop, vous avez ici tous les annuaires de chasseurs de tête. Donc, si vous avez, par exemple, on prend les chasseurs, alors il y a les Belges, les Italiens, les New-Yorkais, Singapour, etc., etc. Et si vous vous intéressez, on va dire, aux chasseurs français, vous avez ici, évidemment, la liste des chasseurs. On va prendre Boyden, qui est un cabinet connu. Et vous avez évidemment ici les différents chasseurs de Boyden avec leur profil LinkedIn, le téléphone souvent du standard parce qu'ils ne donnent pas leur numéro de téléphone et surtout leur practice, ce qu'on appelle leur domaine de compétences. Donc, si vous êtes dans tout ce qui est banking, capital market, financial, c'est à Valérie Barthès de Ruiter qu'il faut écrire. Et pour écrire, vous y cliquez ici, ça vous met directement sur son adresse mail. Vous envoyez votre CV, vous envoyez le mail d'accompagnement et hop, c'est parti. C'est pour vraiment que vous gagniez du temps. Alors, vous avez donc tous les annuaires, vous avez aussi les cabinets de management de transition. On est en train de les remettre à jour parce que j'ai remarqué qu'il y avait des petites choses qui manquaient, quelques cabinets qui manquent. Les job boards, une sélection des job boards, bon, vous les connaissez, j'imagine, déjà pas mal. Et puis, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être accompagnés par un cabinet de placement ou par une association extrêmement dynamique comme Intermine ou les arrêts métiers, des associations d'aide aux chercheurs d'emploi type Avarap, ACT, etc., etc. Donc ça, c'est des annuaires. C'est la première fonctionnalité. La deuxième fonctionnalité, c'est des fiches conseils. Donc, par exemple, fiches conseils sur
les mini-bio, les candidatures spontanées, la chasse de tête, le management de transition. Alors, il y a même l'armée qui travaille avec JobFinder, donc on a fait un truc sur les officiers en reconversion. Et vous allez trouver, évidemment, les rendez-vous réseau. Donc, les rendez-vous réseau, voilà, c'est performer en entretien. Vous allez dessus et vous avez les conseils. C'est des fiches conseils très compactes sur comment performer en entretien réseau. Donc ça vous permet, quand vous n'avez pas votre valise de livres sur le réseau et sur la recherche d'emploi avec vous, de consulter ces conseils de votre smartphone, de votre tablette, de Singapour, de Hong Kong, de New York, etc., puisque tout ça est sur le cloud. Donc des conseils comme ça, des fiches conseils, il y en a une centaine, et qui ont été rédigées par des outplaceurs de différents cabinets, et puis aussi des auteurs de chez Erol, qui ont participé à cet outil. Ensuite, vous avez les outils, ça c'est la troisième fonctionnalité, et les outils, évidemment, c'est quelque chose de très pratique, puisque si je vais sur le suivi du réseau, hop, vous avez ici l'email de remerciement. Donc, on vous donne des exemples de mails de remerciement. Donc, pour ceux qui démarrent leur recherche d'emploi, c'est pratique parce que vous allez là, vous téléchargez les modèles sur votre PC, vous adaptez votre mail de remerciement, et ça y est, vous avez un mail de remerciement et vous avez gagné un temps fou, pas besoin de le recopier d'un livre ou de je ne sais où. Vous avez le template, vous avez le modèle qui est accessible très, très rapidement. On a vu qu'il y avait ça. Il y a aussi, évidemment, le mail de suivi. Le mail de suivi, c'est en fait, vous m'aviez c'est justement ce que j'évoquais, c'est le mail qui donne des nouvelles, des nouvelles de votre recherche d'emploi à quelqu'un que vous avez rencontré il y a plus de 2 mois, etc. Et là encore, vous pouvez télécharger les modèles. Vous avez des checklists. Avant un entretien réseau, qu'est-ce qu'il faut que je prépare? Avant un entretien de recrutement, qu'est-ce qu'il faut que je prépare? Vous avez les scripts d'appel, comment je construis un appel téléphonique pour pas me planter, etc., etc. Donc, plein d'outils qui sont pour beaucoup dans mes bouquins, mais que je mets en accès, évidemment, sur cette plateforme. Et puis, la dernière fonctionnalité, c'est la quatrième, et je finirai là-dessus, c'est que vous pouvez tout à fait aussi suivre toute votre recherche d'emploi sur ce type de tableau, où vous avez vos pistes, votre calendrier. Alors, le calendrier, on va prendre plutôt janvier, donc avec vos rendez-vous, la to-do list, les contacts. Donc là, on est quand même à 986 contacts. Bon, c'est un outil de démonstration de ceci, de cela. Les documents attachés à différentes pistes, etc. Et vous vous baladez, parce que tout ça est lié, par exemple, sur une piste qui est directeur financier à Sécure, vous avez copié la job description, les contacts liés à cette piste sont là, les événements, c'est-à-dire les comptes rendus de vos différents entretiens avec ces différentes personnes sont là, les notes et fichiers attachés à la piste sont là, s'il y a une annonce qui est liée, elle est là, et ensuite, vous avez le rendez-vous avec Frank Boll. Bon, Frank Boll, c'est le DRH, alors vous avez mis votre compte rendu de rendez-vous, et Frank Boll, c'est toujours intéressant, il est en lien avec Henri Baumy, c'est le collaborateur de Jacques Boss, il est recommandé par Arnaud Fourche, vous voyez. Donc ça permet d'avoir tous ces liens réseau, qui me recommande qui, et ainsi de suite. Et puis tout ça est attaché aux pistes, s'il y a des pistes, évidemment. Et ce que je vous souhaite, c'est d'avoir beaucoup de pistes. Et sur les pistes, il y a le CV ou les documents qui sont attachés à la piste, etc., etc. Donc vous avez sur une seule plateforme tout ce qui concerne votre recherche d'emploi, plutôt que d'avoir ça sur des cahiers à spirale ou sur votre Dropbox, que je ne sais où, ou sur Drive et compagnie. Alors, ce que je vous propose, pour ceux qui s'intéressent, et puis ensuite on passe aux questions, vous inscrivez, pour ceux qui s'intéressent, sur JobFinder, vous m'envoyez un message sur LinkedIn, moi je suis totalement accessible, et vous me dites, cher Hervé, merci beaucoup pour cette passionnante conférence que j'ai beaucoup appréciée, et je me suis inscrit sur JobFinder, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me mettre en premium? Et je vous mettrai en premium pour 6 mois. Vous aurez 6 mois d'abonnement gratuit, donc c'est le cadeau de la soirée, le cadeau qui, j'espère, va plaire à certains d'entre vous. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'ai terminé. Et ce que je vous propose, c'est de répondre à toutes vos questions. Pour poser une question, il suffit de lever la main. Et vous savez, c'est la main jaune. Vous levez la main jaune et comme ça, je peux donner la parole à la personne qui pose sa question. Et dès que je donne la parole, évidemment, ouvrez votre micro, sinon on ne vous entendra pas. Et c'est Guillaume qui commence. Donc Guillaume, Ouais. je vous écoute. Bonsoir. Alors, je suis Olympe, je n'étais pas hyper isolé.
une question. C'est quoi l'intérêt d'être en job pour rechercher du job? Alors, j'ai pas Pour faire des entendu. Vous démarches. pouvez parler plus fort? Vous m'entendez là ou pas? Oui, pas très bien, mais je vais faire un effort. C'est quoi l'intérêt d'être en job pour faire du réseau? Il y a un intérêt ou pas? Alors, être en job pour faire du réseau, c'est ça? Quel est Yes, l'intérêt? Bah, yes. l'intérêt, c'est quand vous cherchez un nouveau job, vous êtes en poste, mais vous cherchez un nouveau job. Évidemment, vous allez en premier écrire au chasseur de tête. Vous allez regarder les annonces et vous allez faire ça plutôt le week-end, hein. Vous pouvez très bien écrire à des chasseurs de tête le week-end, regarder les annonces le week-end, en tout cas quand vous avez du temps ou le soir. Mais moi, je conseille quand même, évidemment, de faire un minimum de réseau et de mettre cette stratégie réseau dans votre recherche d'emploi. Et pour caser des rendez-vous réseau alors que vous travaillez, ça va être quand? Ça va être pour le coup des déjeuners. Ben oui, il n'y a pas le choix. Donc j'essaye de faire des déjeuners avec des gens du réseau. Et aussi plutôt prendre un verre ou un café, alors tôt le matin ou en fin de journée. Et quelqu'un qui est hors poste va arriver à faire entre 5 et 10 entretiens réseau par semaine. Et quelqu'un qui est en poste, s'il arrive à faire 2, maximum 3 entretiens réseau, déjà, c'est le roi du pétrole. En tout cas, déjà, il fait beaucoup de choses. Mais vous voyez qu'on n'est pas au même rythme. Alors, ensuite, je déborde du réseau et je vais sur la recherche d'emploi. Il faut savoir que, globalement, même si c'est moins vrai qu'avant, les chasseurs de tête, les recruteurs, les intermédiaires et les recruteurs préfèrent encore un peu les gens qui sont en poste que les gens hors poste. Mais ça, c'est vraiment en train de s'estomper. Autre question. Céline. Pardon, je n'arrivais pas à réactiver le micro pour vous remercier de votre réponse. Ah bon, très bien. Merci Guillaume. Céline, à vous. Bonjour Hervé, merci pour cette belle présentation. Moi, j'ai une question qui est un peu subsidiaire à celle de Guillaume, c'est à savoir, moi pour l'instant, je suis encore en poste, mais je suis en rupture conventionnelle, donc bientôt je ne le serai plus. Et est-ce qu'il est utile sur mon profil LinkedIn de mettre Open to Work ou pas? Alors surtout pas. D'accord, Surtout pas. On est, alors, comme toujours, on évolue. Mais aujourd'hui, avec tous les spécialistes de LinkedIn avec qui je travaille, pour certains, vous les connaissez, il y a Philippe Doual, avec qui moi je donne beaucoup de. Enfin, je travaille beaucoup avec Philippe et j'ai Cyril Bladier aussi, qui est mon cousin. Enfin, ça fait partie voilà, des deux grandes stars de LinkedIn et on est tous d'accord. Autant Open to Work dans un pays anglo-saxon comme les États-Unis, ça peut fonctionner parce que culturellement, ça passe. En France, parce qu'on est un pays un peu bizarre, Open to Work, ça fait peur. Donc, je vous déconseille de mettre Open to d'accord. Work. En revanche, vous avez une fonctionnalité sur LinkedIn qui est de pouvoir signaler aux recruteurs professionnels que vous êtes ouvert aux opportunités. Celle-là, il faut l'activer. D'accord, donc sinon je laisse comme ça parce que moi, effectivement, je suis entre deux pour le moment. Oui, oui, mais même le jour où vous êtes hors poste, ne mettez pas Open to Work. D'accord, ok, c'est entendu, c'est bien clair, merci beaucoup. Merci. Alors, Quentin. Oui, merci déjà pour cette présentation. J'ai une question, c'était au début de la présentation lors d'un entretien de networking. Vous avez dit, après, à 5 minutes avant la fin, on met fin à l'entretien, il faut le faire. Mais si en fait on a face à nous une personne très passionnée et du coup on risquerait pas de la couper ou autre chose, comment on gère cette situation? Alors, c'est là où le réseau est un art subtil, parce qu'il y a les règles et puis il y a l'adaptation de la règle. Donc, c'est là où je dis toujours, dans le réseau, faut marcher au feeling. Il ne faut pas toujours appliquer méchamment et bêtement la règle. Mais il y a toujours ensuite donc marcher au feeling. Puis après, il y a une prise de risque. Alors, je vous prends un exemple qui est arrivé à un de mes clients, mais il y a quelques années. En plus, c'était un directeur commercial.
il est dans un entretien réseau avec un patron d'une boîte, le patron est passionné, etc., etc. Et puis l'entretien devait durer 30 minutes, ça déborde 45 minutes, etc. Et donc mon client était très content en se disant c'est génial, j'apprends plein de choses. Sauf que au bout de 45 minutes, l'assistante du patron est venue le voir en disant il y a l'autre réunion qui vient de démarrer, ils vous attendent, c'est urgent, etc. Et donc, mon client a vu quoi? A vu son interlocuteur, le patron en question, lui dire bah, écoutez, je suis désolé, je dois vous quitter, merci, c'était très intéressant. Et hop, il est parti. Et donc, il n'a pas pu finir l'entretien et surtout, il n'a pas pu récupérer les contacts. Donc, à vous de voir si votre interlocuteur est passionné et qu'il a envie de poursuivre l'entretien, si ça vous paraît pertinent et que vous ne prenez pas trop de risques. Mais si vous avez le moins de doute, vous pouvez juste lui dire, écoutez, je vois qu'on arrive bientôt à la fin, est-ce que moi, je serais ravi qu'on poursuive, est-ce que vous avez le temps de poursuivre? Vous pouvez faire ça, mais à un moment, il faudra quand même demander des contacts. Donc voilà, faites attention en tout cas à essayer toujours de demander des contacts à la fin pour sortir avec des contacts. Je continue sur les contacts parce que c'est très intéressant. Quelqu'un qui vous dit écoutez, oui, j'ai bien compris, il faut que je vous donne des contacts, je vais réfléchir et je reviens vers vous. Une fois sur deux, il ne revient pas vers vous. Donc là, ça commence à être compliqué parce qu'il va falloir le relancer. Sachez que vous avez le droit de le relancer 2 fois, mais pas 3 fois. Le mieux, comme toujours, c'est de sortir du rendez-vous avec les contacts. Au moins, vous avez les contacts et vous pouvez les exploiter plutôt qu'attendre éventuellement que la personne pense à vous et vous envoie les contacts qu'il vous a promis et qu'il va souvent oublier de vous donner. Théo. Bonsoir. Alors, moi, ma question, elle va porter plus sur les 80%, l'aspect des 80% des offres d'emploi qui sont masquées et donc accessibles par le réseau notamment. En fait, moi, j'ai du mal à comprendre comment on arrive à 80% d'offres d'emploi qui seraient masquées et pourquoi les entreprises qui ont des besoins ne postent-elles pas ces offres d'emploi? Et surtout, est-ce qu'elles vont penser à nous, les personnes à des personnes du réseau qu'on a contactées mais qu'elles ne connaissent pas directement lorsqu'elles auront un besoin? Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, le besoin, il se crée au départ dans la tête des opérationnels, enfin des gens qui sont aux opérations. Donc, le besoin, c'est de dire, tiens, à un moment, il va falloir qu'on recrute d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, quelqu'un. On commence à en parler un peu à la DRH, mais il faut faire une job description, etc. Et toute l'idée du réseau, c'est d'arriver à ce moment-là. C'est-à-dire d'arriver en face du recruteur potentiel au moment, au sein de l'entreprise, hein, on est d'accord, au moment où, en fait, on est en train de cristalliser le poste. Hein, il n'est pas encore totalement défini, on est en train d'en dessiner les contours, et à ce moment-là, vous arrivez. Et l'opérationnel se dit, oui, tiens, voilà quelqu'un qui est vraiment plutôt bien armé pour faire le job, il me paraît très bien, en plus, il vient de la part de quelqu'un que je connais, pourquoi m'emmerder à passer par la DRH, passer par des petites annonces, ou pas passer par un chasseur de tête, alors j'ai quelqu'un qui fait très bien l'affaire sous la main. Donc ça, c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, c'est aussi, vous savez, les entreprises sont un peu pingres. Donc passer une annonce, ça coûte un peu d'argent. Passer par une chasse de tête, ça coûte de l'argent aussi, etc. Donc c'est de se dire, bon, déjà, on va faire le tour du réseau. Donc, est-ce que tu connais je cherche un directeur financier, donc je commence à parler à tous mes collaborateurs en disant, si vous connaissez dans votre entourage un directeur financier qui a tel profil, etc., vous me l'envoyez, ou vous nous l'envoyez. Donc, vous voyez, ça fonctionne un peu par ce qu'on appelle le bouche à oreille. Et ça, c'est très franco-français, parce que si vous prenez par exemple l'Angleterre, la part du réseau est moins importante et la part des recruteurs professionnels type chasseurs de tête et cabinets de recrutement est plus importante. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on constate qu'aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, c'est comme ça. Ensuite, on peut le déplorer, on peut l'apprécier, peu importe, c'est la réalité. Et plus on monte, dans la hiérarchie, plus ça a tendance à faire comme ça.
Et pour finir, vous savez aussi, vous avez des sociétés comme ça qui jouent la cooptation. Donc, la cooptation, par exemple, dans certaines sociétés, c'est de dire on cherche quelqu'un, on va prévenir tous les collaborateurs pour voir si dans leur réseau à eux, ils peuvent nous fournir quelqu'un. Et s'ils nous fournissent quelqu'un et qu'on l'engage, on va rémunérer le collaborateur qui nous a permis de faire cette cooptation. Alors, après, les chiffres, 80%, 70%, etc., ça dépend du métier, ça dépend de votre univers, etc. Dans mon métier, qui est l'out placement, je veux dire que c'est 100% réseau. On est 100% réseau. Il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de chasse, c'est 100% réseau. Mais c'est un métier particulier. Dans d'autres métiers, ça peut passer. KPMG, moi je connais un peu KPMG. Eux, évidemment, ils recrutent à la sortie de l'école, hein, et plutôt même les stages. Vous signez un stage chez KPMG, vous le signez 1 an avant de démarrer le stage. Et ensuite, leur intérêt, non seulement ils vont vous payer, mais si ça se passe bien, ils vont vous garder. Donc après, on peut s'adapter dans certains secteurs, dans certains métiers, il peut y avoir des pourcentages différents par rapport à celui qu'on vient de citer. Ouais, donc en fait, l'idée, c'est d'arriver à saisir une fenêtre qui est très Exactement. courte par rapport à l'offre d'emploi, où on aura une fenêtre qui sera plus longue, mais elle sera C'est plus d'arriver en efficace. amont. Ouais. C'est d'arriver en amont de la décision de passer l'annonce, en fait. Et la part, je me permets de reposer une dernière question, et la part justement de ces actions réseau qui vont marcher, est-ce qu'elle va plus passer justement par la cooptation ou par ah tiens, je vais rencontrer cette personne-là, elle pourrait faire l'affaire? Plutôt le deuxième. La cooptation, c'est pas encore trop développé. Ouais. La vraie cooptation, rémunérée, etc. C'est Il faut vraiment arriver. quelques entreprises qui font ça. Le réseau, c'est vraiment, est-ce que tu connais quelqu'un qui… Et on l'a tous vécu, hein, on l'a tous vécu. Moi, mais très souvent, mes anciens clients m'appellent en disant Hervé, je cherche un directeur marketing. Est-ce que tu connais dans les gens dans ton réseau un directeur marketing qui pourrait faire l'affaire? Les chasseurs fonctionnent en réseau. Le chasseur, il a son fichier. Hein. Alors, certains cabinets n'ont même plus de fichier. Ils tapent un peu sur des fichiers déjà tout préparés. Mais le bon chasseur, le vraiment chasseur d'un top niveau, quand il fait une chasse, il appelle des gens qui sont bien connectés en disant « Je cherche un directeur financier qui a tel profil, est-ce que vous pourriez m'indiquer des noms ?» C'est vraiment le métier de base du chasseur, c'est d'appeler des gens pour récupérer des noms auprès de son premier cercle, de gens en qui il a confiance. Okay. Alors, on va passer à Stéphanie, parce qu'il y a pas mal de questions derrière. Oui, Stéphanie. bonsoir. Moi, ma question, ça concernait comment on peut amorcer un réseau. Par exemple, j'ai un projet d'expatriation, je connais personne sur place, comment je peux amorcer le réseau dans ce cas-là en évitant les approches directes? Alors, déjà, c'est quelque chose qui est encore plus facile maintenant qu'on a développé le distanciel. Ce qui est important, c'est déjà de repérer les gens qui peuvent vous connecter à des gens sur place. Donc, c'est commencer à en parler autour de vous, en disant, voilà, moi, mon projet d'expatriation, c'est de partir à Singapour. Et j'aimerais commencer à discuter avec des gens qui sont à Singapour aujourd'hui. Est-ce que tu connais des gens installés à Singapour? Alors, vous allez en parler à 10, à 20, à 30, à 40 personnes. Il y aura toujours quelqu'un qui va connaître quelqu'un à Singapour. Ensuite, la personne à Singapour, vous la contactez en disant « j'aimerais bien parler avec vous », etc., etc. Si vous venez de la part d'eux avec une bonne recommandation, évidemment, la personne, a priori, sera ravie de parler de Singapour, de vous donner des conseils, etc. Et ensuite, elle peut vous donner d'autres contacts qu'elle connaît à Singapour, etc. Et le jour où vous allez à Singapour, il faut aller rencontrer ces gens-là. Donc, tous les gens que vous avez comme ça identifiés et avec qui vous avez parlé et qui sont soit singapouriens, soit travaillant à Singapour, soit ayant travaillé à Singapour, évidemment. Le jour où vous partez à Singapour pour faire une sorte de 15 jours pour visiter un peu la ville et rencontrer du monde, je peux vous dire, votre carnet de balles et votre carnet d'adresse, et en tout cas votre carnet de rendez-vous, pardon, il sera bien plein. Alors, moi, j'ai vécu ça plusieurs fois avec plusieurs clients. Alors, quelquefois, ce n'était pas forcément à Singapour, mais là, j'accompagne un client qui passe beaucoup de temps à Londres
justement parce que dans son métier, l'essentiel se passe à Londres. Donc, alors, il prépare ses rendez-vous de Paris, hein, il fait des visios, il prend des rendez-vous de Paris, mais dès qu'il est à Londres, évidemment, il n'a pas une minute à lui, parce qu'il enchaîne les rendez-vous avec des chasseurs de tête, avec des potentiels recruteurs dans la fintech et ainsi de suite, quoi. J'ai accompagné aussi quelqu'un comme ça qui voulait travailler plutôt au Vietnam. Bon, évidemment, elle n'avait pas beaucoup de contacts au Vietnam au départ, mais je peux vous dire qu'au bout de 2 mois, grâce à un travail, grâce à LinkedIn, grâce au réseau, etc., la semaine où elle a passé au Vietnam, il y avait plein de rendez-vous. Donc, on est sur une démarche plutôt vertueuse. Au départ, on démarre avec pas grand-chose, mais à la fin, on se retrouve avec évidemment pas mal de rendez-vous. Ensuite, c'est Alex. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, merci beaucoup pour votre présentation, vraiment très, très agréable, très claire, très utile. Ma question, elle concerne ceux qui travaillent dans un petit milieu où tout le monde se connaît et qui seraient déjà en poste ou qui auraient, par exemple, une clause d'exclusivité, ce genre de choses. Je me demande comment on peut, quand on sait à qui s'adresser, essayer de faire jouer son réseau sans faire de maladresse, vous voyez, sans se compromettre trop, enfin voilà, ce genre de choses. Alors ça, c'est toujours intéressant et là encore, c'est ça qui est passionnant dans le réseau, c'est que chaque cas est particulier. Donc il y a les règles générales que je viens de vous exposer, mais moi, ce que j'adore avec mes clients, c'est justement, on va préparer une stratégie réseau, on va préparer des entretiens réseau et on va faire du sur-mesure. Et on va brainstormer justement pour être le plus efficace possible et le plus pertinent possible. Donc, dans votre cas, ça mériterait qu'on creuse un peu, et là, on n'a pas le temps, mais c'est là où il faut être assez subtil, c'est-à-dire faire passer des messages en douceur. Prenons un exemple. C'est pas forcément votre exemple, mais je prends cet exemple parce que je l'ai pas mal vécu. Quelqu'un qui est en poste, et actuellement, moi, j'accompagne quelqu'un qui est en poste et qui cherche à partir, mais il fallait pas que sa société soit au courant. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que c'est une femme. Elle a activé évidemment le réseau en disant, bon, aujourd'hui, on se voit, alors tout va bien dans mon poste, hein, tout va bien dans la société, mais je me pose des questions sur l'avenir et à échéance 3 ans, 4 ans, 5 ans, comment je pourrais évoluer et ça m'intéresserait d'en discuter avec toi. Bon, ça veut dire quand même que toutes les personnes qu'elle rencontre, à un moment, elles comprennent bien que même si elle est très contente aujourd'hui, elle commence à réfléchir à une évolution. Et évidemment, il y a des gens qui ont lui dit, bah tiens, tu parles à un tel parce que c'est peut-être pas, il a besoin de quelqu'un actuellement, c'est peut-être trop tôt pour toi, mais parle-lui quand même, quoi. Vous voyez, une approche assez subtile, vous pouvez quand même déclencher un mouvement vertueux qui peut vous faire détecter évidemment des opportunités. D'accord. Mais pour les cas particuliers, votre cabinet, on peut s'adresser à lui pour, éventuellement creuser la Non, chose parce que ou? nous, on travaille avec en fait des sociétés. Enfin, nous, le client, sa prestation est payée par la société qui s'en sépare. Mais Alex, vous m'envoyez votre problématique sur LinkedIn, hein, vous mettez ça par écrit, je vous D'accord. répondrai. Je vous écrirai un mail. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci. Jordan? Oui, bonsoir. Tout d'abord, merci pour cette passionnante présentation. Je reprends vos termes. C'est Vous gentil, savez, ça me fait plaisir. oui, oui. Je voudrais revenir sur le conseil numéro 1, qui effectivement, comme vous l'avez indiqué, me semble être à la base de toute démarche réseau, puisqu'effectivement, si on n'a pas un projet clair ou verrouillé, ou même plusieurs projets, c'est difficile d'aller chercher les bons contacts ou les bonnes cibles. Est-ce que vous auriez des conseils un peu plus précis quand parfois on a plusieurs idées et on n'arrive pas à trancher, ou quand parfois on a peut-être des envies qui sont un peu éloignées de notre profil actuel, ou parfois est-ce que vous avez eu des exemples de personnes que vous avez dû recadrer en disant, écoute, oui, tu veux faire ça, enfin, je reprends votre exemple du McKinsey à 50 ans, mais tu veux faire ça, mais ça va être compliqué. Donc, est-ce que vous auriez voilà, des conseils un peu plus concrets sur cette étape préalable qui, à mon sens, est fondamentale?
déjà, mon premier conseil, c'est de trouver quelqu'un qui peut vous aider à réfléchir sous un mode ping-pong. Donc, quelqu'un qui... donc, un ami qui fait... Alors, vous savez, il y a toujours des amis qui font des formations de coach, mais qui ne sont pas coachs, parce que les coachs ne gagnent pas leur vie. Hein. Moi, je connais plein de gens qui ont fait des formations de coaching, mais qui continuent leur métier actuel parce qu'ils n'arrivent pas à vivre du coaching, ils savent qu'ils ne peuvent pas vivre du coaching. Donc, il faut repérer dans vos relations quelqu'un qui, par exemple, fait une formation de coach et qui accepte de passer un peu de temps avec vous, justement pour vous aider à faire le tri dans toutes les idées que vous avez et à déterminer les idées qui sont réalisables, réalistes, et puis les idées qu'il faut tout de suite écarter. Ensuite, rien ne vous empêche de faire un petit peu de réseau pour tester une idée par-ci, par-là. Je vous prends un exemple. J'ai une amie comme ça qui travaille dans un très grand cabinet d'études de marché, que je ne citerai pas. Et un jour, on était dans un week-end et elle me dit, moi, j'aimerais bien changer de métier et prendre un métier. Alors, je ne sais plus si c'était orthophoniste, etc., quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est X années d'études. Bon, je peux le faire parce que j'ai un peu d'argent de côté. Mon mari travaille et il est d'accord, etc. Et elle a fait juste un truc, c'est de rencontrer une ou deux personnes qui faisaient le métier et de vivre ma vie. Hein, donc, passer une journée avec ces personnes. Et ben, je peux vous dire qu'au bout de 2 entretiens avec ces personnes-là et en voyant ce qu'ils faisaient, elle a dit non, c'est pas pour moi. Donc ça, c'est aussi possible. J'ai accompagné comme ça quelqu'un qui était directeur général dans les produits d'alcool. Enfin, il était directeur général d'une filiale italienne d'un grand fabricant d'alcool. Et son objectif, à un moment, c'était de passer dans la pub. Donc là, ça a été différent parce que vraiment, il y croyait et il voulait le faire. Là, on s'est donné 3 mois pour qu'il fasse tout le tour du marché de la pub. Et in fine, on s'est rendu compte que non, c'était intéressant, mais ce n'était pas jouable. En tout cas, ce n'était pas intéressant pour lui de basculer là-dedans. Donc, vous pouvez vous faire aider. Vous pouvez tester un peu les différents projets, mais passez pas trop de temps à les tester non plus. Ouais. Merci pour vos réponses. Il est 20h01. Alex, il y avait encore une question ou c'était fini? Non, pardon, c'est fini. C'est fini. Non. Alors, juste Marine, peut-être. On finit sur Marine, la dernière question. Oui, merci beaucoup pour tous ces outils et ces clés qui vont beaucoup nous aider, je pense. J'avais juste une question. Est-ce qu'il y a un niveau hiérarchique où c'est plus commun de faire du réseau? Parce que du coup, là, vous parlez beaucoup de cadres dirigeants, enfin de dirigeants, de DG. Est-ce que quand on est cadre, entre guillemets, standard, on peut faire du réseau? C'est une pratique qui est habituelle et courante, ou alors c'est assez inhabituel Alors, ce qu'il y a de bien dans le réseau, c'est que tout le monde peut en faire à tous les niveaux, dans tous les métiers et dans tous les univers. Et je vous prends un exemple, c'est que moi, je fais maintenant tous les mois un webinaire auprès des étudiants de l'ESSEC pour justement leur apprendre les techniques de réseau, pour les aider à trouver un stage, une alternance ou un premier job. Et si l'ESSEC m'a demandé de faire ça, je pense qu'ils ont compris que le réseau, c'est le plus tôt possible. Et après, c'est tout au long de la vie. Donc, peu importe le niveau de responsabilité, moi, je dirais que vous avez un avantage concurrentiel par rapport à d'autres concurrents, à vos concurrents à vous, parce que très souvent, les gens ont cette fausse idée que le réseau, c'est fait pour les cadres matures ou les cadres dirigeants. Non, le réseau, c'est fait pour tout le monde. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que ce n'est pas pour eux, donc ils n'en font pas. Donc, ça vous donne cet avantage et utilisez-le. Merci beaucoup pour votre réponse. Jeanne? Oui, bonsoir et merci pour cette conférence passionnante. Alors, j'aurais juste une question. Je souhaiterais savoir combien de temps ça prend en moyenne pour trouver du coup le métier de nos rêves si on part de rien et si on est en poste.
Alors, c'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse parce que moi, ce que je vois, c'est des gens j'accompagne des gens hors poste. Hein. C'est mon métier quotidien. En moyenne, les gens hors poste mettent entre 5 et 7 mois pour retrouver un job. Mais rassurez-vous, il y en a qui mettent un mois, et puis il y en a d'autres qui font monter la moyenne. Mais souvent, c'est des gens peut-être un peu plus âgés et c'est un peu plus compliqué pour eux. Donc, il n'y a pas de chiffre exact. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact parce que moi-même, lorsque un client vient travailler avec moi, je sais très bien que je suis incapable de savoir s'il va trouver en 15 jours ou s'il va trouver en 18 mois. J'avais des associés comme ça à une époque qui arrivaient qui disaient à lui, allez, en 3 mois, c'est bon, lui, il faudra 6 mois. Moi, j'ai toujours été incapable et je pense qu'il faut rester extrêmement humble par rapport à cette chose assez bizarre qu'est la recherche d'emploi. Et puis, je finirai là-dessus. Ce qui est important, c'est pas de trouver un job, c'est de trouver le bon job. Trouver un job, tout le monde peut trouver un job. Trouver le bon job, vraiment celui qui vous plaît, celui dans lequel vous allez vous épanouir, vous allez vous lever le matin avec la banane, le sourire, etc. Ça, c'est intéressant. Et pour finir, je vous renvoie vers le discours de Steve Jobs qu'il a donné en 2005 à l'université de Stanford, devant les diplômés de Stanford de 2005. Donc, vous avez ce discours, vous le trouvez sur YouTube. Voilà, réécoutez-le, il a tout dit. Il a tout dit dans ce discours. Il est 8h05. Je pense que c'est l'heure de vous souhaiter un très bon appétit. Voilà, il n'y a pas de match. Si, il y a un match de foot ce soir, mais ce n'est pas le PSG, donc vous avez le temps de dîner. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Pour JobFinder, vous avez compris, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec moi une fois que vous êtes inscrit. Comme ça, je fais la bascule très rapidement pour que vous ayez des abonnements gratuits. Et puis, si vous avez des questions, évidemment, sur le réseau, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un message sur LinkedIn et j'y réponds. Voilà, dès que j'ai du temps, je vous répondrai. Plutôt le week-end. J'ai toujours un peu de temps le week-end et je réponds aux questions. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de succès avec le réseau et peut-être à bientôt dans le réseau. Merci et bonsoir. Bonne soirée, Merci. bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée, merci. Merci infiniment. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.